Donc là, le sujet que vous allez voir s'afficher à l'écran, donc là, c'est la copie qu'un candidat nous a envoyée ce matin. Les fractures sociales affectent-elles la réalisation des équilibres économiques? Messieurs, on a analysé la semaine dernière les deux sujets tombés à Ecricom, portant sur le pouvoir d'achat et sur la limite de la responsabilité des entreprises. Ici, qu'est-ce que ça vous évoque ce sujet? Est-ce que c'était un sujet qui était prévisible? Quel type de sujet avons-nous ici en ESH? Sujet, alors je commence, pardon, hein, sujet effectivement, enfin pas prévisible dans sa formulation. En revanche, un sujet bien d'actualité, un sujet formulé de façon relativement large pour que les élèves, comme on le disait avec Léo, aient la capacité, la possibilité vraiment d'intégrer. On pense à vraiment tous les éléments de première et de deuxième année. Beaucoup d'éléments de première année et de deuxième année peuvent être intégrés dans ce sujet. Oui, effectivement, je pense que c'est un sujet qui porte moins à débat que les deux derniers sujets d'HEC et SEC, parce qu'il y avait eu pas mal de débats sur le fait que les deux derniers sujets étaient presque hors programme. Ici, on est vraiment dans tout le programme de SH, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que comme il est très large, je pense que les étudiants peuvent se démarquer facilement et ne pas faire un plan attendu comme on peut le faire sur certains sujets où c'est très scolaire, quoi. Là, ici, on est vraiment sur un sujet HEC parce qu'il faut vraiment se chercher son propre plan à l'analyse de sujet, ce qui n'est pas le cas de tous les sujets. Donc c'était plutôt un beau sujet. C'est vrai qu'un sujet aussi, on le remet à l'écran, mais qui finalement a une formulation, on va définir les termes du sujet, puisque là vraiment ça va être central, ces définitions des termes, mais finalement il n'y a pas un élément qui est attendu, une thématique vraiment précise qui est attendue du programme. Là vraiment on balaye un large spectre du programme et la difficulté je dirais de ce sujet, c'est à première vue d'arriver à finalement bien le cadrer et éviter le hors-sujet. Et justement, messieurs, vous êtes correcteurs également en ESH, comment on évite Thierry, d'abord pour commencer, de faire en hors sujet, quel écueil finalement on peut faire en voyant ce sujet-là HEC et SEC? J'allais dire, enfin, je crois que c'est Durkheim qui utilise la notion de prénotion. Il faut se détacher, c'est ça Léo, je crois que c'est Durkheim, non? La notion des prénotions, hein. Se détacher sociologiquement des prénotions, c'est-à-dire en fait ce qu'on pense être vrai, foncer tête baissée dedans. C'est exactement le cas pour ce sujet. La grosse erreur aura été de passer dans fracture sociale et de vivre dans le tumulte de l'actualité et penser fracture sociale son aspect purement politique. Donc ne pas clairement définir ce qu'est une fracture sociale. Et après, l'autre grande notion, effectivement, la notion de grands équilibres économiques. Qu'est-ce qu'un équilibre économique? Où est-ce qu'il faut chercher précisément? Et là, Léo va le commenter, hein, les notions de comptabilité nationale étaient essentielles. Donc c'est pour ça, c'est un sujet qui paraissait un peu peut-être hors sol, mais au final, bravo aux concepteurs d'HEC parce que vraiment, ils ont ouvert plein de portes et on peut vraiment aller un peu partout, quoi. Ouais, Léo, t'en penses quoi, toi, qui a analysé? On va après d'ailleurs diffuser ta proposition de correction que tu as faite, qui est très appréciée des candidats. On le voit quand on fait les micro-trottoirs, même dans le chat, très apprécié. Donc toi, c'était quoi pour toi dès que tu as vu le sujet? Spontanément, tu m'as dit, ah franchement, ça va. Mais finalement, c'est quoi les difficultés sous-jacentes qu'il y a derrière? Oui, en fait, enfin, justement, je pense que peut-être certains candidats se sont dit que ça allait en voyant le sujet parce qu'on a l'impression que c'est un sujet un peu d'actu. Fracture sociale, on a tous entendu une fois l'expression sur un débat télévisé. Équilibre économique, de loin, on peut se dire que c'est assez simple, que ça va avoir trait aux performances économiques, par exemple, ou des choses comme ça. Alors qu'en réalité, c'est justement là le problème. C'est que cette notion, par exemple, moi je pense que c'est la notion d'équilibre économique qui est la plus casse-gueule, entre guillemets. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qu'on entend par équilibre économique? Et le risque pour les candidats, c'est de confondre équilibre économique et performance économique, par exemple, où là, on aurait des grands développements sur le lien entre fracture sociale, inégalité et croissance économique, ce qui n'est pas dans le sujet en réalité. Donc là, ici, encore une fois, comment on fait pour éviter le hors-sujet, hein, je pense que c'est ce que tout prof de prépa en ESH répète à ses élèves, c'est de définir les termes et vraiment de se soucier de qu'est-ce qu'un équilibre économique, quelles sont les différentes sortes d'équilibre économique, et à partir de ça, essayer de faire un lien à chaque fois avec une définition différente de la fracture sociale. Mais c'est vraiment à partir de la phase de définition en fait qu'on évite le hors-sujet, hein, c'est toujours pareil. C'est vrai que le sujet ouais, m'a fait penser à HEC 2019, Ouais. performance économique et justice sociale, je crois que c'était la formulation. Donc là, on voit qu'il y a un petit peu des concepts similaires, mais attention justement, ici on parle d'équilibre, on parle pas de performance. On va rentrer dans le vif du sujet. On a une question, bonjour à tous dans le chat, Nathan, Quentin, Enco. Quentin qui nous pose une première question en préambule, et je pense que c'est intéressant notamment dans la partie introductive potentiellement de le mentionner. Bonjour, est-ce qu'il est intéressant de se référer au carré magique de Caldor concernant les équilibres? Oui, parce que de toute façon, les équilibres économiques dans le carré magique, il y a le solde commercial, donc oui, on va de toute façon en faire référence.
Ouais, alors voilà, on est encore dans le débat qu'on disait juste avant. Moi, j'aime bien utiliser le carré magique plutôt pour la notion de performance économique. Après, effectivement, si le candidat met surtout l'accent sur pourquoi pas l'emploi et pourquoi pas le solde commercial, c'est effectivement deux formes d'équilibre. Mais attention, Oui, quand voilà, d'accord. si, Pardon, oui, oui. tu vois, si on le rattache trop à la croissance, on risque de dévier vers un autre sujet qui n'est pas celui qui nous intéresse. Donc, pourquoi pas, mais toujours garder cette idée de solde et d'équilibre, en fait, qui est le centre du sujet, quoi. Voilà. Voilà, il fallait partir d'une partie du carré magique, voilà, pour rentrer dans le sujet. Mais voilà, je voulais dire effectivement, comme toi, Léo, que tout le carré magique ne sera pas pertinent, quoi. Ça, c'est intéressant. On va, bien sûr, Nathan, tu nous dis que tu as une question, n'hésite absolument pas pour les questions. Actuellement, vous allez avoir à l'écran les coefficients pour ces épreuves, enfin pour cette conception HEC et SEC sur l'ESH. Donc, on le voit à l'écran, un coefficient qui varie entre 5 à 8 en fonction de si vous avez choisi maths appliquées ou maths approfondies. On le voit notamment pour les maths pro avec un coefficient 6 pour je dirais, la majorité des écoles, HEC, ESSEC, ESCP, l'EM, donc quand même 4 écoles ici qui ont un coefficient qui est important. Là, en l'occurrence, il s'agit de l'ESH au sens plus général du terme, moins strict. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est HEC, ESSEC et EDEC qui utilisent cette conception. On a également ton analyse, Léo, qui va s'afficher à l'écran. Et pour commencer, je dirais, amorçons sur la définition des termes du sujet parce que c'est vrai que c'est pas des notions qui à première vue spontanément font écho, je dirais, aux étudiants qui sont en option ESH où on a généralement des termes plus classiques. Là, on n'a pas de termes directement classiques. Comment on arrive à définir ces termes? Bah, en réalité, pour la notion de fracture sociale, l'idée, c'est déjà d'essayer de la définir de manière plus précise. Le risque, c'est de se dire que fracture sociale, donc on l'a déjà tous entendu une fois à la télé, on voit à peu près ce que ça veut dire, et donc de partir sur soit pas de définition, bon là c'est vraiment un écueil important, soit une définition qui est incomplète en se disant que de toute façon, fracture sociale, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire, et donc on peut partir avec cette idée-là. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'une fracture, donc c'est une coupure évidemment, et à partir de cette notion de fracture, en fait, comprendre le terme de social qu'il y a derrière comme étant une fracture sociale, ça peut être une fracture entre des groupes sociaux, et ces fractures, elles sont de nature différente en fonction du revenu, en fonction de l'âge, en fonction de la possession des moyens de production ou pas. Ça peut être aussi une fracture identitaire, parce que c'est un enjeu aujourd'hui en économie, hein, puisqu'on a quand même les mouvements populistes qui augmentent leur poids dans l'électorat et qui, du coup, font peser des risques sur le marché du travail notamment. Donc, en fait, il fallait vraiment essayer de définir et surtout de caractériser. Moi, c'est ce que j'aime bien dire à mes étudiants. On définit un terme, mais on le caractérise. C'est-à-dire, une fracture sociale, qu'est-ce que c'est? Mais de quel type de fracture sociale on peut parler? Voilà, c'est les deux points d'une définition réussie, à mon avis. Intéressant. On a Nathan qui nous pose une question. Jean-Paul Fitoussi, avec son ouvrage La nouvelle écologie politique, pouvait-il être utilisé car il montre que les fractures sociales affaiblissent le bien-être et la performance économique? Étant donné qu'ici, on parle de performance et non pas d'équilibre, est-ce que ça peut passer, Thierry? De nouveau, on a dit que performance, attention. Maintenant, si, allez, on va couper les cheveux en quatre un petit peu. Si on considère que l'équilibre économique, si on prend un peu la théorie thermodynamique, on suppose que l'équilibre économique, c'est inclus dans la biosphère et qu'il y a un équilibre écologique à assurer aussi, que l'équilibre écologique est nécessaire à l'équilibre économique. Bon, voilà, il faut, de nouveau, je pense que les concepteurs HEC attendaient vraiment que les élèves ne récitent pas des fiches de cours et des auteurs fassent du name dropping comme ça, mais essaient vraiment de le relier, quoi. Ok, ça c'est assez intéressant. Bah, Nathan n'était pas sûr, c'est pour ça qu'il nous a posé la question. Xali, on va répondre à ta question et GG également juste après. Ensuite, donc là, il y a ce terme qui affecté finalement ici qui est présent, un terme, je dirais plus à connotation philosophique, hein, mais qui est tombé là pour ce sujet d'écho. Donc là, on voit ta définition, Léo, que tu nous as proposé du terme affecté qui s'affiche à l'écran pour les étudiants. En fait, l'idée d'affecter, hein, c'est que généralement, bon, déjà, on donne une connotation négative quand quelque chose nous affecte. Il y a généralement derrière une connotation de tristesse à l'échelle d'un individu, par exemple. Donc déjà, les étudiants pouvaient remarquer ce fait-là en disant qu'affecter, c'est évidemment avoir un effet sur quelque chose. Et ici, quand on prend le terme d'affecter, c'est plutôt un effet négatif.
Donc concrètement, la question, on pourrait la reformuler en se disant, est-ce que lorsqu'une société se caractérise par de fortes fractures au sein de sa population, est-ce que ceci affecte négativement, donc rend plus complexe l'avènement d'un équilibre ou des équilibres économiques? Donc en fait, l'idée, c'est de savoir est-ce que, pourquoi pas, les fractures sociales peuvent être aussi vecteurs de déséquilibre. Et donc là, avoir quels déséquilibres on peut prendre en compte, ça c'est une prochaine définition. Et donc je pense que déjà, si les étudiants avaient l'idée d'influence et potentiellement cette petite connotation négative, ils avaient fait la plupart du travail sur ce terme d'affecté. Ok, intéressant. Et ensuite, donc là, les équilibres économiques qui nous renvoient à un bon sujet un bon chapitre, je dirais, de première année sur la compta nationale notamment. Donc là, on parle déséquilibre économique, donc au sens pluriel du terme. Donc il faut faire attention ici à pas en omettre, mais finalement, comment on arrive à définir ce terme d'équilibre économique et qu'est-ce que sont les équilibres économiques, Léo? Je pense que là où on peut se réjouir avec Thierry, parce qu'on a, je pense, tous les deux des classes de première année, c'est de rappeler à chaque fois aux candidats que les bases de première année sont généralement ce qui est très discriminant au concours, parce que certains les oublient. Ici, si on regarde la définition des équilibres économiques, évidemment qu'il y a des points de deuxième année, mais j'ai envie de dire qu'un bon étudiant de première année doit être en mesure de définir parfaitement cette notion, dans la mesure où en fait un équilibre, donc c'est quelque chose qui est équilibré, donc ça veut dire qu'il y a une variable qui en équilibre une autre. Dès lors, ce qu'on peut regarder dans notre cours de comptabilité nationale, qui est le premier chapitre que généralement les étudiants de prépa adorent, évidemment, la comptabilité nationale, c'est ce qu'il y a de plus sexy en prépa. En fait, on se remarque qu'il y a un petit document qui s'appelle le tableau économique d'ensemble, à l'intérieur duquel on retrouve tous les soldes, donc les grands équilibres, notamment l'équilibre budgétaire, donc le solde des administrations publiques, l'équilibre commercial, le solde du reste du monde, et l'équilibre interne qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire l'égalité entre investissement et épargne. Donc là, déjà, on a trois grands équilibres macroéconomiques qu'on peut avoir dans notre cours. Et ensuite, évidemment, les étudiants les plus performants pourront aussi voir qu'un équilibre en économie, c'est un marché qui est à l'équilibre. Et donc, on pourrait se référer à la théorie de l'équilibre partiel ou de l'équilibre général avec Marshall et Walras pour montrer que les équilibres économiques, ça veut dire que les marchés sont en équilibre. C'est ça qu'on appelle un équilibre économique. Et enfin, la dernière partie de la définition qui est la plus complexe, à mon avis, à laquelle Thierry a pensé tout de suite, c'est évidemment la théorie de la régulation, où en fait on pourrait appeler un équilibre politico-économique le compromis, donc le mode de régulation du capitalisme qui est donné par la théorie de la régulation, donc notamment Aglietta et Boyer, en montrant qu'en fait, quand une population et quand une économie est régie par un mode de régulation, finalement, ce mode de régulation est une forme d'équilibre trouvé entre les différents acteurs de l'économie afin de régir le fonctionnement d'une économie. Donc en réalité, la dernière vision, qui est peut-être la plus discriminante, c'est celle-ci, c'est-à-dire un équilibre politico-économique finalement, à travers la théorie de la régulation. Voilà. Et il y a ce terme aussi, Thierry, qui est au cœur du sujet, qui est central, la réalisation. Finalement, comment on arrive je dirais, faire le bon chef d'orchestre en introduction pour arriver aussi à inclure ce terme de réalisation qui est au cœur du sujet. Bah, réalisation, aspect, j'allais dire, prescriptif, descriptif, positif, normatif, réaliser, qu'est-ce qui doit se réaliser? Est-ce que c'est réalisé? Si ce n'est pas réalisé, comment le mettre en place? Bon, voilà, je crois que pour la réalisation, je pense que c'était les axes qu'on pouvait prendre, quoi. Intéressant. On va répondre aux questions qu'on a avant de se plonger dans une suggestion de plan de correction qu'on vous propose. Encore une fois, disclaimer, on aime bien le rappeler, mais voilà, il y a pas d'auteur absolument à mobiliser. L'année dernière, par exemple, sur le sujet de culture G, Sois sage ou ma violence, si on ne cite pas Baudelaire, pardon, il n'y a pas de problème. La dernière fois, il y avait également une citation de Paul Romer à HEC. Pareil, si on ne cite pas Paul Romer, c'est pas dramatique. Bah, pour le coup, en l'occurrence, c'est quand même un auteur qui est plus connu, ou même des citations de Schumpeter plus récemment. Donc là, c'est un peu plus tricky, mais encore une fois, il n'y a pas d'auteur absolument à mobiliser, vous inquiétez pas pour ça. Et pareil, il n'y a pas de plan type, surtout sur un sujet si ouvert que celui-ci. Rassurez-vous, il s'agit ici d'une suggestion. Et pareil, là, on va évoquer des auteurs, des modèles économiques, on va répondre aux différentes questions. N'ayez crainte, voilà, si vous n'avez pas mobilisé ces éléments-là, bien entendu. On a une question, messieurs, et notamment pour toi Thierry, je sais que tu aimes bien, de Xali qui nous dit: est-ce qu'on pouvait utiliser WSPS pour dire que la fracture sociale entre insider et outsider était source de tommage, donc de déséquilibre sur le marché du travail? Oui, bon, on en avait parlé avec Léo justement cet après-midi, on avait évoqué justement la possibilité de courbe de Beveridge, modèle d'appariement, WSPS, ouais.
De toute façon, le mot équilibre en économie, maintenant, avec l'économie approfondie qui a été fondue dans le programme général de SH, le mot équilibre signifie tout simplement penser à tous les modèles où deux courbes se croisent. Mm. À la rigueur, j'allais dire, pour faire très simple, équilibre, c'est ça. Donc, vous prenez 5 minutes quand le sujet tombe, vous vous posez la question, équilibre, ok, quels sont tous les modèles que j'ai? Oui, on a navigué avec Léo, hein, WSPS, si les termes sont bien reliés au sujet, ça pouvait être pertinent. Gabin qui nous pose la question, est-ce qu'on pouvait faire une deuxième partie libérale pour montrer que les fractures sociales peuvent permettre d'atteindre les équilibres économiques et que lutter contre elles peut être inefficace? Oui, d'ailleurs, bon, enfin, c'est Gabin, c'est ça, tu dis, C'est Dorian? ça, Gabin, exactement. Mais Gabin va voir qu'en fait, la première partie de notre proposition, c'est ça, hein, il faut essayer de nuancer un petit peu. Et donc, la manière la plus simple de nuancer ici, c'est de montrer que soit ça affecte positivement, enfin, c'est en réalité ça l'idée, en montrant que dans un cadre de l'économie néoclassique, en réalité, les fractures sociales sont la conséquence et en même temps la source de l'équilibre général et de l'équilibre partiel. Donc, finalement, oui, là, il y a une possibilité d'avoir une presque plus théorique, une partie plus théorique où les fractures sociales vont de pair avec un équilibre, enfin, les équilibres économiques. Donc, oui, tout à fait. Intéressant. N'hésitez pas à poser directement toutes vos questions, nous donner également votre avis sur ce sujet. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile, complexe ou non? Et on va tout de suite se pencher sur cette proposition de plan que tu nous as pondu, Léo, magnifiquement. Donc avec une première partie, donc les fractures sociales semblent nécessaires à l'atteinte des équilibres économiques. Elles affectent donc positivement la réalisation des équilibres. Oui, donc tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que la nuance, c'est pas un oui mais. Tu sais, généralement, les étudiants aiment bien faire oui non, ce qui n'est pas forcément ce qu'on conseille, mais ce qui est souvent fait. Ici, on voit que c'est pas sur le non, ça n'affecte pas. C'est est-ce que ça affecte positivement ou négativement. Donc c'est ça qui est intéressant déjà à remarquer, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de faire un oui mais au concours pour traiter le sujet. On peut essayer d'avoir un autre type de plan, surtout sur des sujets aussi larges. Donc le premier argument, évidemment, ça se réfère à la microéconomie néoclassique pour ceux qui aiment ça. On a le premier théorème de l'économie du bien-être en fait, qui nous dit que tout équilibre concurrentiel est un optimum de Pareto. Cette théorie de l'économie du bien-être, enfin ce premier théorème, pardon, il se réfère à la théorie de l'équilibre général chez Walras. Et donc en fait, ce que ça nous montre, c'est que l'optimum de Pareto, qui est l'équilibre économique par excellence dans la théorie néoclassique, est une situation dans laquelle on pourrait, même si le terme n'existait pas à l'époque, on pourrait le caractériser d'une situation dans laquelle il y a des fractures sociales, puisqu'on rappelle que l'optimum de Pareto, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas améliorer le bien-être d'un agent sans décroître le bien-être d'un autre agent. Donc ça veut dire ici que l'optimum de Pareto est complètement possible dans une situation très fortement inégalitaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on confirme Pareto dans un autre texte où il dit que les inégalités sont l'objet d'études du sociologue et non pas de l'économiste. Donc ça montre bien finalement que dans la théorie néoclassique, en fait, l'équilibre de marché provient de ces fractures sociales et même crée ces fractures sociales. Donc finalement, ici, il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, il y a pas de côté négatif des fractures sociales sur l'équilibre de marché, c'est presque même le contraire. Voilà. Et on peut utiliser la boîte d'Edgeworth pour les plus courageux qui l'ont vu en cours. Intéressant. On a Mar BDJ qui nous pose une question qui était déjà tombée, mais pas de souci, on y répond à nouveau. Est-ce qu'on pouvait définir les équilibres économiques comme les objectifs du carré magique de Caldor? Donc je pense que beaucoup l'ont attaqué sous cet angle-là en prenant les différentes caractéristiques de ce carré. Donc Thierry, si tu veux répondre à nouveau à cette question. Oui, le carré magique fait référence à certains équilibres, donc notamment XN, enfin je parle de balance courante, balance commerciale avec XN, mais après référer au carré magique pour mettre en lien croissance, inflation, etc. Non, pas tout le carré magique en fait. Une partie du carré magique, oui, voilà, ça pouvait servir d'appui, mais après il fallait faire attention. Merci Thierry. On va donc ensuite enchaîner Léo sur la suite donc de ta première partie. Je te laisse dérouler. Donc le grand B, en réalité, c'est pour montrer que si jamais en fait, on comprenait le sujet comme étant est-ce que les fractures sociales créent un déséquilibre et donc empêchent la formation d'un équilibre économique et déséquilibre économique. Ce qu'on peut dire dans le grand B, c'est que finalement, les fractures sociales, au pire, en fait, on pourrait dire selon une vision qu'au pire, les fractures sociales emmènent un déséquilibre partiel et voire un équilibre en fait récessif. C'est-à-dire que si on prend la théorie keynésienne de la loi psychologique fondamentale, on voit que les plus pauvres sont ceux qui ont la propension marginale à consommer la plus importante. Et donc finalement, les plus riches sont aussi ceux qui vont avoir la propension à épargner la plus importante. Donc ça veut dire qu'une société avec de fortes inégalités peut potentiellement être une société dans laquelle l'épargne est très forte et la consommation assez faible.
Donc en réalité, si vous représentez ça sur un graphique d'équilibre partiel, donc votre graphique offre-demande tout simple, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que les fractures sociales engendrent un déplacement de la courbe de demande vers la gauche, c'est-à-dire un déplacement récessif plutôt. Et donc en réalité, comme disait Thierry tout à l'heure, un équilibre, tout bêtement en économie, c'est quand deux courbes se croisent. Donc en fait, même quand on trace cette nouvelle courbe de demande récessive, finalement, on a quand même un équilibre qui est moins optimal que le premier, mais on peut toujours dire qu'il y a un équilibre économique. Donc en réalité, ici, l'idée, c'est de dire que les fractures sociales ne créent pas de déséquilibre, mais elles affectent l'équilibre dans le sens où, en fait, on a un équilibre qui est un peu moins intéressant que le premier, tout simplement. Merci pour ça, Léo. On a une nouvelle question de Nathan dans le chat, hyper intéressante, qui nous dit est-ce que c'était pertinent ou pas de considérer les mouvements sociaux récents comme quoi ils seraient révélateurs de déséquilibre économique durable, avec par exemple des exemples des gilets jaunes ou des différentes grèves qui peuvent avoir lieu. Thierry, si tu veux y aller. Oui, oui, si on peut, toujours pareil, quoi, mouvements sociaux, fractures sociales, ok, effectivement. Alors, après, par rapport aux équilibres, mais Léo va en parler puisqu'il y a une partie dessus justement à la fin. Nous, on est plus parti vers l'idée de populisme. Les fractures sociales, en fait, se traduisent par la montée du populisme. Or, le populisme, on le sait maintenant, les études le montrent bien, se traduit par de mauvaises politiques économiques. Ça va dégrader le solde commercial, le solde budgétaire, etc. Prenez l'exemple pour ceux qui font espagnol de l'Amérique latine, voilà. Donc attention à ne pas relier mouvements sociaux avec gilets jaunes et donc tout de suite faire l'amalgame, fracture sociale, donc et grands équilibres. Il faut être précis sur cette notion de nouveau d'équilibre, quoi. Attention, quoi. Intéressant. Léo, tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste pour le coup, si l'étudiant a utilisé le mouvement des Gilets jaunes pour illustrer l'idée de fracture sociale, ça, pour le coup, c'est complètement acceptable, hein. C'est vraiment sur l'idée d'équilibre, comme dit Thierry, où il peut y avoir une question. Mais on pouvait évidemment se servir des Gilets jaunes pour illustrer la fracture sociale française depuis 2018. D'accord, Il n'y a aucun tout problème à là-dessus. fait. Intéressant. On enchaîne ensuite donc sur ta troisième sous-partie de cette première partie, Léo. Ouais, donc, toujours dans l'idée qu'en fait, il y a dans le C, en fait, les fractures sociales vont affecter, mais plutôt de manière positive, les équilibres économiques. Et ça, on peut revenir à la théorie de Marx et Engels pour faire un petit peu de sociologie, donc la théorie des classes sociales qui est normalement au programme de la terminale quand on fait des SES. En réalité, cette théorie, elle nous montre quoi? Elle nous montre que tout simplement, il y a une fracture sociale qui est consciente et qui est intériorisée chez les classes sociales avec cette fameuse idée de lutte des classes. On rappelle un classe en soi, classe pour soi. Dès qu'il y a une classe pour soi, en fait, on prend conscience du fait qu'on a intérêt à lutter collectivement. Et donc finalement, quand il y a cette lutte des classes entre prolétaires et bourgeois, et on voit ici que la fracture sociale ne se fait pas qu'en fonction d'un niveau de revenu, mais aussi dans le critère de propriété des moyens de production, hein, c'est ce qu'on disait au départ. Donc on voit que les fractures sociales peuvent être de nature différente. Et cette lutte des classes, en fait, elle va se traduire chez Karl Marx par un renversement du capitalisme, l'essor du communisme. Et donc, en réalité, dans ce nouveau système, on a une forme de compromis, comme on le disait avec la théorie de la régulation. On a un équilibre politico-économique qui se forme avec un nouveau système qui émerge. Et donc, on pourrait même parler ici de toutes les utopies socialistes pour ceux qui les ont vues en cours. Donc, l'utopie de Thomas More, qui est la plus connue d'entre elles. Et donc, ici, ça nous permet de montrer que les équilibres économiques peuvent aussi s'entendre comme un équilibre politico-économique et donc un système qui va perdurer dans le temps et qui va être équilibré. Donc, en réalité, ici, c'est parce qu'il y a eu une fracture sociale que les ouvriers se sont rebellés, qu'il y a eu l'instauration du communisme et donc qu'il y a eu un nouvel équilibre politico-économique. Donc là, dans la pensée de Karl Marx, la fracture sociale affecte positivement les équilibres économiques vers un équilibre qui est plus souhaitable selon lui. Le tournant de Lewis, est-ce qu'il est envisageable ici pour envisager la continuité avec Marx, nous demande Dendia? Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Moi, je ne vois pas tout de suite le lien, mais Fracture sociale égale fracture entre classes sociales, on va dire allez, capitalistes et capitalistes travailleurs, modèle de Lewis, donc l'idée de Marx. Alors c'est toujours pareil, la notion de, il y a fracture, il y a tournant de Lewis, mais après, comment vous intégrez ça par rapport aux grands équilibres économiques, quoi? De quels équilibres économiques cet élève fait référence, quoi? On va répondre à beaucoup de questions là qui tombent, hein, je le vois là. Donc Daisy qui nous demande, donc on va ensuite continuer sur la deuxième partie. Juste avant, petite interruption, je dirais, sur les questions priorité au direct. Daisy qui nous demande, réguler les crises peut être considéré comme un moyen d'atteindre les équilibres économiques d'un point de vue financier. Est-ce que c'est intéressant de l'évoquer? Oui, mais de nouveau, c'est pareil, quoi. Il faut lier avec la notion de fracture sociale.
Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Les candidats prennent en fait le sujet, le décomposent en deux, prennent soit fracture sociale et ils se disent croissance et inégalité, performance économique et justice sociale, soit grands équilibres économiques. Mais le titre du programme de deuxième année, il y a un module qui s'intitule Action, déséquilibre, je crois. Donc, si vous apprenez des fiches avec la notion de déséquilibre, le déséquilibre peut être financier, réel, etc. Oui, mais quel est le lien avec la fracture sociale? Moi, si le lien est fait argumenté, il n'y a aucun problème, hein. De nouveau, on n'est pas là pour dire attention, c'est pas ça, on n'a pas la copie sous les yeux, hein. Mais de nouveau, en tant qu'étudiante et étudiant, faites attention à ne pas scinder le sujet en deux et de chaque fois chercher à réciter des choses l'un et l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait cette cohérence. On a Louis, question pour toi Léo. Pouvions-nous parler de Bourdieu pour montrer que l'accès inégal à l'éducation nuit Oui. à la réalisation des équilibres économiques? Bien sûr, je pense que c'était une bonne idée, même plus que Bourdieu. Alors Bourdieu était complètement acceptable, hein, mais les derniers travaux de Xavier Jaravel sur Marie Curie habite dans le Morbihan, on peut trouver des résumés en ligne pour ceux qui n'ont pas le temps de le lire. C'est un travail qui est assez intéressant et qui montre que justement l'accès inégal aux études supérieures et le fait que le métier d'innovateur ne soit pas démocratisé, le métier d'entrepreneur ne soit pas démocratisé pour tout le monde, ça crée un problème aussi de capital humain pour le futur. Donc là, on pourrait complètement imaginer un argument pour le candidat avec Bourdieu et par exemple une courbe de Beveridge en disant que s'il y a un inégal accès au savoir et aux études, finalement, on va avoir une main-d'œuvre qui est peu qualifiée ou qui ne va pas avoir les compétences qu'on attend d'elle sur le marché du travail. Et donc, ça crée un mismatch, un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. Donc là, cet argument, il pouvait être très pertinent et on aurait aimé le retrouver dans les copies. Donc voilà, si c'est ça, c'est bien. Intéressant. Bon, on va enchaîner Léo sur ta deuxième partie. Pour autant, ces fractures sont aussi source de déstabilisation macroéconomique, ce qui perturbe donc l'atteinte des équilibres purement macroéconomiques. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure dans l'introduction, enfin dans la phase de définition, c'est que pour moi, les trois principaux équilibres macroéconomiques qu'on pouvait définir, même s'il y en a d'autres évidemment, c'est le solde, enfin l'équilibre commercial, la balance commerciale, le solde budgétaire, donc est-ce que l'État est en déficit ou non sur ses dépenses, et le dernier sur investissement épargne. Donc là, en fait, comme on a trois qui sont principaux, ben, on peut tout simplement essayer de décliner les trois au sein d'une partie et voir les liens qu'ils entretiennent entre eux. Le premier, du coup, c'est sur les déséquilibres budgétaires. C'est un petit lien avec les gilets jaunes qu'on voyait tout à l'heure. On disait que les gilets jaunes pouvaient être un exemple de la fracture sociale française. C'est ce que montre Pierre Rosanvallon dans Les épreuves de la vie, par exemple. Ces fractures sociales, généralement, elles se traduisent par des mouvements sociaux. Et ces mouvements sociaux, d'un point de vue politique, hein, si on reprend les thèses du public choice, l'homme politique a envie de les capter pour capter un électorat futur. Donc finalement, il a envie de mettre en place des politiques budgétaires favorables aux individus qui manifestent afin de capter leur vote dans les prochaines élections. Et donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas des Gilets jaunes, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Emmanuel Macron a augmenté la prime d'activité, a baissé l'impôt sur les primes pour essayer de donner plus de pouvoir d'achat aux ménages, à diminuer la contribution climat-énergie, qui est la forme de taxe carbone contre laquelle, au départ, s'élevaient les Gilets jaunes. Donc, on voit en fait qu'il y a des mesures de baisse de recettes fiscales et de hausse de dépenses publiques. Donc, finalement, on pourrait prendre cet exemple pour dire que quand on a une fracture sociale, de manière électorale, on va contribuer à un déficit budgétaire. Et donc, finalement, on n'arrive pas à avoir cette atteinte de l'équilibre budgétaire, puisque les politiques ont envie de récupérer ces mouvements sociaux. De même, dernier argument, si on prend l'exemple des retraites en France aujourd'hui, la fracture générationnelle qu'on pouvait théoriser avec Louis Chauvel, pour ceux qui ont fait un petit peu de socio en première année, finalement, elle montre qu'il y a un problème de retraite. Personne ne veut lâcher. Les retraités ont des pensions et on ne veut pas diminuer les pensions. Les actifs ne veulent pas cotiser plus et travailler plus parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez riches par rapport aux retraités. Et donc, finalement, ce clash, un peu cette fracture, rend délicate toute réforme des retraites dans un contexte où en fait on est aussi encore en besoin d'un équilibre budgétaire au niveau du système de retraite. Donc finalement, on voit que les fractures sociales tendent à créer des déficits budgétaires plus simples en raison de la colère sociale des individus. Ça, c'est hyper Voilà. intéressant. Ben, on a plein de questions, encore une fois, on fait une petite aparté et ça fait plaisir. Je pense que là, ce sujet, Ouais, hein. il était tellement vaste que tout le monde est un peu perdu, je dirais, pour réussir à faire le choix des bonnes références, des bons arguments à mobiliser ici. Et en effet, il y en avait une
une pluralité. Parenthèse également, on ne l'a pas encore évoqué, même si, enfin, si dans la première partie avec des théories plus classiques, néoclassiques, on avait évoqué ces sujets-là, mais encore une fois ici, le sujet n'était pas dans une perspective historique, il n'y avait pas une stipulation temporelle depuis le 19e siècle, depuis le 20e siècle ou que sais-je. Donc encore une fois ici, il fallait mobiliser l'ensemble du programme, à savoir depuis la première révolution industrielle. Si on avait des éléments ici qui auraient pu être intéressants à mobiliser, ça fait aussi penser à un sujet 2019 qui était tombé écrit comme protection sociale et croissance économique, même si là, ici, on parle non pas de la croissance, mais des équilibres. Louis, qui nous pose une question. Utiliser la courbe en U inversée de Kuznets était-il possible? Avant de poser la question, il faudrait savoir dans quel contexte de manière plus précise. Exact. Ici, Louis, s'il te plaît. Florent, est-ce que l'on peut utiliser le trilemme d'Iverson et Vren pour montrer qu'un haut niveau d'emploi et une contrainte budgétaire se fait forcément au détriment de l'égalité? Oui, je pense que ça peut. Si c'est bien argumenté, de nouveau, la forme du trilemme, par définition, va introduire effectivement le sacrifice, ce qu'on ne peut pas faire, donc des choix. Donc, ce trilemme-là peut tout à fait, effectivement, être intégré. Ouais, enfin, pour moi, c'est cohérent. De nouveau, il faudrait voir la copie, hein, la façon dont on relie les termes du sujet, mais il y a possibilité, effectivement, de l'intégrer. Tout à fait. Intéressant. Nathan, intégrer en conclusion le fait que la transition écologique, en redéfinissant les priorités économiques, pourrait aggraver les inégalités existantes, ou sera-t-elle l'opportunité de les corriger? Est-ce que c'est pertinent d'évoquer cette partie-là en conclusion? Encore une fois, où est la notion d'équilibre? Est-ce qu'on parle d'un équilibre écologique dans ce cas-là? Auquel cas, ça peut être intéressant effectivement de se demander si l'équilibre écologique, qui fait aussi partie de l'équilibre économique, ne va pas créer de nouvelles fractures sociales si jamais on ne met pas en place une transition écologique juste avec une taxe carbone redistributive, par exemple. Ça, pourquoi pas en conclusion. Mais à chaque fois, encore une fois, ce qu'on dit avec Thierry depuis tout à l'heure, hein, le sujet est tellement large qu'il ne faut jamais se perdre, il faut toujours garder de vue qu'on a et l'équilibre économique et la fracture sociale, et que chaque argument ou même une ouverture doit à chaque fois convoquer les deux termes pour pouvoir fonctionner, sinon c'est pas dans le sujet. On a encore deux petites questions avant d'enchaîner, un petit peu plus même. Là, on voit que tout le monde dans le chat pose des questions. N'hésitez pas, encore une fois, on est là pour ça. Désolé Emma qui patiente à côté pour la Géopo. On t'oublie pas Emma, et juste après on va passer bien sûr à la Géopo. Daisy qui nous dit: je comprends pas pourquoi la croissance ne peut pas être envisagée comme un équilibre économique. On parle bien d'un modèle équilibré chez Solo et déséquilibré chez Harold Domar. Oui, si de nouveaux grands équilibres économiques, vous définissez la croissance comme étant la notion de croissance équilibrée, oui, on peut faire référence à la notion de croissance équilibrée, déséquilibrée chez Harold Domar, voire Caldor, puisque les fractures sociales déterminent le taux d'épargne, on va dire, donc peuvent déterminer effectivement les grands équilibres. Oui, dans ce cas-là, non, non, voilà, c'est Emma, je crois, c'est ça, hein. Oui, Non, oui, là Emma, c'est dans ce là, c'est- là, cas-là, Daisy qui nous pose la question. Daisy, pardon, oui, Daisy, là, effectivement, on peut l'intégrer, mais là, au moins, tu as fait la référence en mettant bien les références croissance équilibrée, la notion d'équilibre, et pas simplement croissance économique. Donc, tu n'es pas tombé sur le sujet croissance et inégalité. C'est ça. Les garde-fous ont été mis. Voilà. Bart qui nous dit la croissance, c'est pas le processus qui nous permet justement d'arriver à un équilibre économique, puisque l'équilibre, c'est le fait d'arriver, c'est arriver à utiliser au mieux les ressources. Donc il faut nécessairement de la croissance économique, nous dit-il. Enfin, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, et je pense que Léo, c'est pareil. Beaucoup de profs, on a tendance toujours à dire à nos élèves, vous devez mettre en relation un phénomène A avec un phénomène B. Si vous commencez pour le phénomène A ou B, peu importe, à remonter la chaîne causale, aller en amont, en amont, en amont, forcément, à un moment donné, la croissance, on va la trouver. Mais dans ce cadre-là, on peut trouver tous les thèmes du sujet. En Donc, fait, pour moi, ouais, Dorian, je vas-y, pense Léo, pardon. qu'il faut préciser, c'est juste quand on dit que la croissance n'est pas dans le sujet, sans doute qu'il y aura des bons arguments qui seront faits avec la croissance, c'est pas ce Bien qu'on veut sûr. dire. Ce qu'on veut dire, c'est juste Non. de dire que si jamais on dit les fractures sociales permettent d'augmenter la croissance, hein, je dis une bêtise, hein, je ne sais pas quelle hauteur on pourrait mettre là-dedans, mais si les fractures sociales augmentent la croissance, alors c'est bon, on a un équilibre. Non, c'est pas aussi simple, parce que la croissance,
en fait, par nature, c'est presque déséquilibré dans le sens où on augmente toujours la production. Donc, en fait, on n'a pas une production d'équilibre ou qui ne change pas. Donc, en réalité, la croissance en tant que telle n'est pas un équilibre. C'est, comme disait, je crois que c'est Daisy, tu disais tout à l'heure, là, quand on parle de croissance équilibrée chez Solo, on a la notion d'équilibre. Quand on essaye de rattacher la notion de croissance à une notion d'équilibre, pourquoi pas? Mais faire un argument sur la croissance en disant, de toute façon, la croissance, c'est l'équilibre macroéconomique de base, là, c'est pas juste. Voilà. Ok, on va répondre aux différentes questions. On avance donc là sur cette deuxième partie, hein. Je vous la remets, cette deuxième partie de Léo. Ces fractures sont aussi une source de déstabilisation macroéconomique qui perturbe donc l'atteinte des équilibres purement macroéconomiques. Et là, ici, on était sur I égale S. Et notamment, encore une fois, ici, vous avez eu les maths HEC cet après-midi. Là, bien Voilà. sûr, hein, équilibre, c'est intéressant notamment de mobiliser des relations mathématiques A égale B. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet de tendre vers des équilibres économiques. Ici, en l'occurrence, I égale S. Pourquoi ce choix I égale S, Léo, que tu as évoqué ici dans cette seconde sous-partie, pardon? Ouais, parce que généralement, en fait, dans la théorie néoclassique, on va retrouver cette égalité entre investissement et épargne. C'est assez logique finalement. Même on peut retrouver ça dans la théorie de Jean-Baptiste C. Ce qu'il faut montrer, c'est que donc une économie qui a un équilibre économique peut se caractériser par cette égalité. Or, quand on a des fractures sociales, on va avoir un climat de défiance qui remet en cause cette égalité. Pourquoi? Parce que dans un climat de défiance, donc dans une société de défiance, pour reprendre le livre d'Algan et Cahuc, on va sans doute avoir moins d'échanges. La défiance va aussi potentiellement créer un climat d'incertitude, ce qui fait que quand il y a de la certitude, on épargne plus, au sens de Keynes, ça, naturellement, on épargne plus. Et ensuite, on va moins investir. Pourquoi? Parce que dans un climat social dégradé comme est celui de la France, les investisseurs internationaux, par exemple, vont se poser la question, est-ce que je vais installer mon siège social en France, sachant que j'ai toutes les problématiques de retraite qui sont en cours, sachant que j'ai des mouvements sociaux potentiellement qui vont arriver parce que les citoyens français ne sont pas contents, etc., etc. Donc en réalité, quand on a une société de défiance et donc à cause de fractures sociales, le risque, c'est qu'on ait moins d'investissement et plus d'épargne, donc qu'on ait un déséquilibre interne entre cet investissement épargne qui est un des grands équilibres économiques. Donc là, ici, les fractures sociales tendent à déséquilibrer un des grands équilibres, investissement égal épargne. Intéressant. Je vais répondre à vos questions, Nardox. Hélas, ne quittez pas, restez là. Et ensuite, du coup, cette dernière sous-partie, Léo, concernant l'équilibre commercial qui est mis en difficulté par rapport aux fractures sociales, enfin à cause des fractures sociales. Ouais, si les étudiants avaient se rappelaient de leur équation des déficits jumeaux qu'ils voient généralement sur le SMI en deuxième année, on se rappelle que si on considère il n'y a pas de déficit budgétaire, qu'il y a un équilibre budgétaire, pour le coup, on retrouve l'équation S moins I est égale à X moins M. Et cette équation, elle nous permet de montrer, en relation avec l'argument d'avant, que si du coup j'ai un excédent d'épargne, en fait, ça va se retrouver dans un excédent d'exportation. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais exporter mon épargne à l'étranger. En tout cas, je vais me servir de mon épargne pour avoir des excédents. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que on va avoir, dans le cas de l'Allemagne, par exemple, quand il y a une épargne qui est trop importante, ou dans le cas de la Chine même, quand il y a une épargne trop importante, on le retrouve dans le solde commercial. Donc, en fait, c'est intéressant de montrer le lien entre les différents types d'équilibre. C'est pour ça qu'on pense à celui-là ici. Et la théorie qu'on pouvait avancer, c'était celle de Klein et Pettis dans un livre de 2020 qui s'appelle « Les guerres commerciales sont des guerres de classe », en montrant qu'en réalité, s'il y a des excédents et des déficits, c'est parce que des pays n'arrivent pas à augmenter le niveau de vie de la population, c'est-à-dire n'arrivent pas à atténuer cette fracture sociale entre les plus riches et les plus pauvres. C'est grâce à ça, par exemple, que la Chine garde un coût du travail peu élevé. Et donc, c'est ça qui crée, selon eux, l'excédent chinois et le déficit commercial états-unien en même temps. Donc, finalement, on voit que l'équilibre commercial, en tout cas le déséquilibre commercial, est influencé largement, effectivement, par les fractures sociales internes. C'est intéressant. Et enfin, du coup, donc là, pour ce sujet, donc là, finalement, ces fractures sociales peuvent aussi complexifier la réalisation d'un équilibre politico-économique. Donc, c'est ce qu'on disait au début, c'est la partie peut-être la plus conceptuelle. Avec Thierry, on avait pensé du coup à la théorie de la régulation pour montrer qu'un équilibre économique peut s'entendre comme équilibre politico-économique, c'est-à-dire un équilibre d'un système économique et politique qui nous permet d'avoir, en gros, enfin, qui permet de faire fonctionner l'économie. Et ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que la fracture sociale remet en cause le système établi. Pourquoi? Parce que depuis la Révolution française, en fait, notre système politico-économique dépend d'une chose, c'est le consentement à l'impôt. Hein, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un peu des premiers piliers de notre système économique et politique. Et forcément, face à cette fracture sociale, on a ce qu'on appelle une conscience triangulaire des classes
moyenne et populaire qui apparaît. C'est Olivier Schwartz qui théorise ça, pour dire qu'en fait, on se plaint du fait que les plus riches peuvent échapper à l'impôt par la mondialisation financière. On se plaint du fait que les plus pauvres profitent des aides sociales sans travailler. Hein. C'est caricatural, mais c'est ça qu'il avance. Et donc, finalement, les classes moyennes se sentent lésées et le consentement à l'impôt baisse dans les pays développés. Ce qui fait que finalement, l'équilibre politico-économique qu'on avait installé depuis la Révolution française est en danger, commence à se déséquilibrer. Et pour amener le B, en fait, le problème, c'est que le nouvel équilibre qui nous attend, si on continue comme ça, n'est pas forcément enviable d'un point de vue des équilibres macroéconomiques qu'on a déjà évoqués avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais demain, un nouvel équilibre se crée par rapport à ces fractures sociales, ce sera sans doute du populisme. Et on a déjà vu que les mouvements populistes ne fonctionnaient pas en termes de politique économique. Ne serait-ce que pour prendre l'exemple de Donald Trump aux États-Unis, on voit qu'il y a un déficit public important, qu'il y a un déficit commercial important. Donc finalement, des déficits jumeaux, on appelle ça. Et donc finalement, on voit que le recours au populisme, parce qu'il y a eu des fractures sociales, n'est pas efficace et crée les déséquilibres économiques, donc ne permet pas les équilibres économiques, la réalisation des équilibres économiques. Donc en réalité, on voit qu'on peut lier à la fin nos deux sens du mot équilibre économique. C'est qu'en fait, les fractures sociales vont transformer l'équilibre politico-économique et en retour, cet équilibre politico-économique nouveau va transformer, va rendre plus difficile l'atteinte des grands équilibres économiques. Donc là, en fait, on a bouclé le sujet parce qu'on a relié tous nos termes du sujet ensemble. Ça, c'est très intéressant, très habile. L'analyse de Léo disponible sur Mister Prépa. Vous allez dans l'instant concours, le gros visuel que vous avez directement sur la page d'accueil. Vous cliquez et ensuite analyse du sujet. Voilà, par El Craquito Léo. On va répondre aux différentes questions. J'ai aussi envie de vous poser la question avant de conclure. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet? Est-ce que vous avez trouvé ce sujet plus difficile que les sujets tombés à Écricom? Dites-nous tous les éléments dans le chat. On va répondre aux questions. Là, ce qui nous dit, pouvions-nous définir la réalisation comme les politiques mises en œuvre? Oui, enfin réaliser, c'est toujours pareil. Ici, la réalisation, on ne parle pas de politique économique en tant que telle, quoi. C'est la réalisation. Il faut mettre en lien de nouveau fractures sociales et grands équilibres ou déséquilibres. Donc forcément, les politiques économiques, oui, on va en parler de façon transversale, mais le sujet ne portait pas de nouveau sur les politiques économiques. Attention, quoi. Bart qui nous dit voir le sujet comme affecter la réalisation des objectifs économiques dans le sens positif et non pas dans le sens complexifié, est-ce envisageable? Alors pourquoi tu nous parles des objectifs? Est-ce que tu veux nous parler des Ouais, équilibres? Parce attention. que là, ouais, c'est Voilà, différent. on est dans ce qu'on Ouais, disait tout à l'heure d'Orient. Les objectifs, c'est souvent les performances. Et donc, en fait, on c'est ça. retombe sur cette idée qu'on ne parle pas d'objectifs ou de performance, on parle bien de déséquilibre. Et que, par exemple, en fait, c'est tout bête, hein, mais essayer de défendre l'idée que les fractures sociales permettent un excédent commercial et du coup l'équilibre. Non, il faut se rappeler qu'un excédent commercial, même si nous on a tendance à dire que c'est positif dans notre cours, c'est pas l'équilibre, c'est un déséquilibre, un excédent commercial aussi. Donc finalement, on voit que c'est pas les performances qu'il faut juger, mais c'est vraiment l'équilibre, la notion qui est dans le sujet. Donc en fait, X égale M concrètement pour le solde commercial, et pas un X qui augmente. C'est ça le petit piège du sujet. Alors non, du coup, il nous a bien dit oui, non, c'est bien équilibre. Bon, ça Ah, nous rassure, Bart, tant mieux. non, Donc il était finalement, fatigué. donc voilà, pas de souci. Pour reformuler la question, voir le sujet comme affecter la réalisation des équilibres économiques dans un sens positif et non pas dans un sens complexifié, est-ce que c'est envisageable aussi? Oui, oui. Dans un... Oui, oui, pardon, oui. Oui. En fait, en fait, ça dépend. Non, non, mais Si c'est Vas-y, vas-y. positif, est-ce que c'est positif dans le sens positif sociologue, c'est-à-dire on dit ce qui est, on ne dit pas ce qui doit être, voilà. ou est-ce que c'est positif dans le sens ça affecte positivement? Si c'est ça, ben, on l'a fait dans le corrigé, donc c'est tout à fait possible. Enfin, même l'autre, en fait, j'ai envie de dire que dire ce qui doit, enfin, ce qui est sans forcément dire ce qui doit être, c'est pas non plus inenvisageable. Donc, je pense que dans les deux cas, c'est possible. S'il vous plaît, j'ai bien compris les fractures sociales comme inégalité sociale, économique, mais peut-on évoquer les fractures au sein de la société avec la question environnementale? Comment définir les fractures sociales autrement que comme des inégalités aussi, on pose la question. Alors, pour répondre très simplement à la première question, oui, vous regardez les travaux notamment d'un Éloi Laurent qui vous dit qu'en règle Mm. générale, aux inégalités sociales se superposent des inégalités environnementales. Ne serait-ce que parce que les plus pauvres vont vivre dans des environnements plus pollués, ils vont vivre dans des zones peut-être inondées plus facilement parce que le prix de l'immobilier était plus bas. Donc, inégalités environnementales et sociales se chevauchent. Et la deuxième question, Non, en gros, c'est comment c'était définir les fractures sociales autrement que par le prisme des inégalités.
Bah, si vous Autrement dit, regardez on le, définit fracture par inégalité sociale, inégalité. Oui, mais Euh, si vous regardez le corrigé que propose Léo, il y a notamment par exemple David Goodhart qui vous dit que la fracture, c'est le lien entre alors je sais pas si c'était ça exactement, les anywhere et les somewhere, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de bouger, qui sont mobiles au niveau de l'Europe, ce qui expliquait le Brexit, ce qui expliquait l'euroscepticisme aussi en Europe, hein, et puis ceux qui sont attachés à un lieu qui ne peuvent pas bouger, en fait les mobiles et les non mobiles. Donc fracture, c'est aussi ça, la capacité de bouger. c'est vrai que ouais, le terme fracture a causé pas mal de difficultés quand En même, hein, fait, on voit dans le chat. Dorian, fracture, si tu veux, fracture, c'est des visions de la société qui ne sont plus conciliables, en fait. Quand Jérôme Fourquet, que je citais en introduction, parle de fracture française, c'est-à-dire en fait de communautés qui ne savent plus vivre ensemble. Donc peut-être qu'au-delà de la version d'inégalité, on pouvait aller sur l'idée de cohésion. Une fracture, c'est tout simplement on a cassé quelque chose. Donc en fait, on a des groupes sociaux qui n'arrivent plus à discuter entre eux, donc il n'y a plus de cohésion sociale, et donc là, on pouvait aller là-dessus aussi. Donc c'est pas qu'une égalité, pas qu'une inégalité. On pouvait aussi dire que toute fracture provient d'une inégalité, mais que toute inégalité n'est pas une fracture. En disant qu'en fait, une fracture, c'est une inégalité qui est conscientisée par les deux parties, en fait. Et que ceux qui en sont victimes en sont conscients et du coup considèrent que c'est une fracture, une ligne de non-retour, en fait. Donc là, on pouvait définir comme ça, mais à mon avis, le sujet étant si complexe, ceux qui ont déjà compris fracture comme inégalité au sens large, ça ne me paraît pas pénalisable, en fait. Enfin, c'est déjà un bon démarrage, un bon début. Alors, fracture au sens marxiste, nous dit Barthes. Est-ce que du coup là, c'est plutôt une définition marxiste de la fracture? Oh bah oui, parce que c'est ce que Léo utilise, hein, c'est bon, hein, oui, oui, tout à fait, hein, c'est la Et on fracture l'a, entre on l'a hein, dans effectivement. le On l'a, de corrigé. toute façon, c'est la partie 1, il me semble, ou 2, je sais plus, mais c'est tout à fait ça, c'est clair, oui, oui. Et c'est Ça ça. revoit la notion, pardon, la Ouais, vas-y. fracture, qui dit fracture, dit notion, si on prend Marx, c'est l'exploitation, tout simplement, hein. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il n'y a pas de vivre ensemble possible, hein. Le Et, contrat social, dans ce cadre-là, il est compliqué à mettre en place. et là, on le voit notamment, là, je l'ai surligné dans le corrigé, hein, dernier point sur la définition de fracture sociale. La fracture correspond donc à une inégalité en soi et pour soi, pour paraphraser Karl Marx, pardon. Case qui nous dit penser des fractures politiques et que penser des fractures politiques, est-ce qu'elles étaient à bannir? Parce que personnellement, j'ai évoqué la dissolution de l'Assemblée ou encore les climato-sceptiques, mais ça émane plus du côté politique et moins économique. Qu'en pensez de mobiliser ces références? Enfin, de nouveau, oui, ça peut, mais attention, parce que nous, on n'est pas dans une dissertation de sciences politiques, on est dans une dissertation, enfin, économie, sociologie et histoire. Et finalement, bah, les fractures politiques ne font que refléter des fractures plus profondes au niveau de la société. Donc attention à ne pas dériver non plus, effectivement, sur ce qu'on peut voir peut-être aux actualités, parler les fractures politiques, et ne pas dériver vers quelque chose finalement qui ne sera plus une dissertation de SH. Nardox qui nous demande lier la théorie des fonds prêtables avec une mauvaise croissance démographique qui ne nous permettrait pas finalement d'atteindre l'équilibre I égale S. Est-ce que ça peut être pertinent? Juste, en fait, c'est encore une fois, quelle est la fracture sociale qui est derrière? C'est-à-dire que là, il parle de croissance démographique, si j'ai bien entendu la C'est ça. question, euh, juste qui précise quelle fracture sociale il a utilisée pour défendre ça, en fait. C'est ça qui manque ici, pour qu'on puisse dire que c'est dans le sujet, parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas fausse sur le déséquilibre économique derrière, mais il n'y a pas cette notion de fracture sociale qui apparaît. Bah, mauvaise croissance démographique, ça peut dire que du coup tu vas avoir une croissance démographique qui va être moins importante et donc en ce sens créer une fracture sociale. Est-ce que c'est comme ça que tu as voulu l'amener, Nardox ou pas? N'hésite pas à nous dire. Et avant de passer à la géopo et répondre aux ultimes questions qu'on va recevoir avant d'accueillir Emma pour la géopo ESSEC avec une formulation assez intéressante, hein, les arcs de crise, on va y revenir juste après. Messieurs, question voilà, qu'on aime bien vous poser à la fin. Là, il va y avoir le SH-ESCP, dernière épreuve de cette édition 2025. On l'avait déjà un petit peu évoqué et écrit comme. Au vu de ce sujet qui est tombé à HEC, on peut s'attendre à quoi potentiellement du côté de l'ESCP, Schema? C'est compliqué, hein? Alors, on n'avait pas tort sur la démographie, parce que vous regardez le dernier paragraphe de Léo dans sa partie 3, il y a de la démographie, hein, Maximus BI, donc ouais, on n'avait pas tort quand même, hein. On est des bons pronostiqueurs. Toujours pareil, quoi. C'est comme on avait dit, quoi. Pour moi, enfin, Europe, dette publique, démographie. Mais voilà, je sais pas. Moi, je partirais de nouveau sur ce trio, quoi.
Bah, en fait, justement, hein, je crois que déjà, on est des piètres pronostiqueurs, il faut bien le reconnaître. Et en plus, ce que nous montre le sujet HEC, c'est que finalement, les pronostics ne sont pas forcément très intéressants dans le sens où là, sur un sujet comme ça, qui pourrait très bien tomber dans n'importe quelle banque d'épreuves, enfin surtout le SCP qui est quand même un bon niveau d'économie, on remarque qu'on a quasiment l'entièreté du programme qu'on peut utiliser. Donc en fait, sur un large éventail de sujets, tous les chapitres de l'année sont utilisables. Donc c'est là qu'on voit que certes, les pronostics sont intéressants parce que c'est ludique, etc. Mais que, en fait, au bout du compte, le candidat qui aura la meilleure copie sera aussi celui qui aura pris l'éventail le plus large de cours dans lequel il pioche quelques éléments, quoi. Et Bart qui nous dit c'était impossible de prédire comme sujet, donc normal. On vous excuse, donc Merci, il n'y a Bart. pas de souci. Et deux dernières questions pour conclure enfin. Caïs qui nous dit en tant que correcteur, vous êtes, c'est vrai, correcteur au concours au niveau de l'ESH, est-ce que vous pénalisez les plans qui sont faits en deux parties? Non. Bah non, pas du tout. Enfin, Voilà. moi, de toute façon, je suis partisan du plan de partie, donc c'est le plan traditionnel en fait dans les sciences économiques hein, qui sont issus des facs de droit, quoi. Donc ça peut Ouais, être du 2-3, du 2-2, du 3-2, du non. 3A. Ah! C'est moi, personnellement au concours, je trouve que le 2-2, c'est pas suffisant. Parce que quand même, on a fait 2 ans d'économie, donc on doit être capable de sortir plus de 4 arguments le jour du concours. Bon, après, il faut toujours mieux faire un 2-2 quand on n'est pas sûr que tous les arguments soient dans le sujet. Mais moi, c'est au moins 6 arguments, donc c'est 2 fois 3, 3 fois 2. 3 fois 3 si c'est possible, quand les candidats ont le nombre d'arguments suffisant. Mais en tout cas, il n'y a pas de discrimination. 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est honnêtement la même chose quand on regarde une copie. Et une copie de 2 qui est extrêmement bien exécutée va quand même, Et enfin, va pas oui, être pénalisée. Il y a pas de. non, il va pas être pénalisé, mais honnêtement, 2-2, bah, en fait, c'est toujours plus simple. Si tu veux, c'est toujours plus simple d'être dans le sujet quand tu fais un seul argument dans ta dissertation. Donc, forcément, le 2-2, par rapport à quelqu'un qui aura fait la même qualité de copie, mais en 2-3, bah, on pourra rajouter 1 ou 2 points parce qu'il a pris plus de risques aussi en produisant 2 arguments de plus qui potentiellement sortent du sujet. Voilà. Ça, c'est intéressant. J'espère que ça répond à ta question, Caïs. Et enfin, mes 3-3, faut avoir le temps de réfléchir et le temps Ouais, d'écrire nos 10 barres. Ça, c'est ouais, c'est c'est pas, dur. c'est pas Mm. faux. Et enfin, la dernière question donc, de Nardox qui était donc, liée à la théorie des fonds prêtables à une mauvaise croissance démographique qui ne permettrait pas donc d'atteindre I égale S. Et en gros, ce qu'il nous dit, c'est que ça créerait des inégalités entre les pays parce que certains arriveraient à atteindre cet équilibre et d'autres non. Et pour répondre à cette question, ça peut s'entendre, mais en fait, encore une fois, ici, il y a des inégalités entre pays. Le sujet fracture sociale laisse présager finalement une fracture qui est liée à la société en tant que telle et donc peut-être pas directement à deux pays. Donc à voir ici comment tu amènes l'argument Nardox. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Ça fait 53 minutes qu'on est sur le SH. C'est pas pour vous mettre à la porte, messieurs, c'est pour que les étudiants puissent dormir quand même, parce que demain il y a accessoirement deux très grosses épreuves aussi. Un grand merci Léo, un grand merci Thierry. On se retrouve très vite pour le SH ESCP Schema. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci, À vous Dorian. aussi, merci Bonne beaucoup. soirée. Bon Ciao, courage. merci beaucoup.